Vayatuya de l'association 4D, association qui depuis plus d'une vingtaine d'années travaille sur la promotion du développement durable. Maintenant, la question, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de parler en concept, il faut parler en contenu. Et effectivement, tout à l'heure, Jean-François Caron faisait allusion à un mot souvent très fort du président de l'association, Pierre Hadane, qui est « il faut réussir à faire aimer le 21e siècle ». Parce que ce siècle, il ne peut pas être la réplication du siècle précédent, et on en a vu la démonstration. Et donc, ce on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre en projection. Et effectivement, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, puisque ce siècle, c'est aussi un siècle avec énormément d'informations, énormément de connaissances, comment on met tout ça en musique pour peut-être pouvoir raconter une histoire dans laquelle on a envie d'embarquer tout le monde, et en se disant qu'effectivement, il y a des futurs peut-être plus sombres, des futurs désirables, et nous, on est parti sur cet enjeu de futur durable et désirable. Donc, je reviens de la COP 22 à Marrakech. J'y étais avec Philippine, avec sa chemise jaune, Marmet, donc, qui est notre paysan du Rif, Katia, donc, qui est infirmière dans le 19e, et Lassen et Zara, qui sont tous les deux commerçants à Casablanca. Donc, ce sont des personnages fictifs, mais qui nous ont permis d'aller à cette COP pour raconter des futurs qui, pour nous, sont des futurs jouables. Et on a besoin, pour le moment, de pouvoir se projeter, et ils nous ont aidés à ça. Et je vais vous raconter comment. Et en attendant, hop, la COP 22, puisque j'y étais et que c'était un petit peu... il faut pouvoir s'appuyer sur cette actualité. Petit sondage. Qui a entendu parler de la COP 21 ? Et la COP 22 ? Ah, quand même, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de mains baissées. Puisque la COP 21 a été une COP essentielle dans le sens où il y avait besoin de mettre tous les pays d'accord sur la suite de ce qui serait le protocole de Kyoto. Et donc, ça a été l'accord de Paris et qui a conclu 15 ans d'efforts avec, pour la première fois, tous les pays. Avant, c'était la moitié seulement, enfin, soi-disant les pays riches, avec après, de l'autre côté, des pays dits non annexés, donc des pays en développement, des pays en transition économique. Et cet accord de Paris, c'est le premier accord qui rassemble tout le monde. C'est ce que j'entends par l'humanité enfin rassemblée. Parce qu'en fait, il ne s'agissait pas non plus seulement des États. Il y a eu énormément, comme vous l'avez pu le voir, de collectivités, d'entreprises, de sociétés civiles qui étaient embarquées. Et qu'est-ce que ça dit aussi ? C'est qu'on met là tout le monde dans une transition pour un développement durable bas carbone. Et ce qui s'est passé lors de la COP 22, c'est que ça a été réaffirmé tout ça. Et notamment avec 47 pays en développement qui ont signé du 100% énergie renouvelable d'ici 2030-2050. Et ça, c'est pas rien. Parce que ça signifie, comme je le disais, qu'on n'est plus seulement dans on se bat ou on lutte contre le réchauffement climatique parce qu'on a les moyens de le faire. C'est on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix et que notre développement doit pouvoir se concilier avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et le fait que tous aillent dans le même sens, ça se traduit aussi par un certain nombre de scénarios qui ont été mis sur la table. Donc, c'est des chiffres, des modélisations, des apports en termes de technologie, en termes d'innovation, mais ça a parlé aussi d'agriculture, ça a parlé de transport, et donc tous ces pans un petit peu de ce que nous racontait tout à l'heure Jean-François, tous ces usages, tous ces secteurs qui font que nos sociétés fonctionnent. Lors de la COP 22, c'était aussi une COP de nature totalement différente. Les États ont défini les modalités d'application de l'accord de Paris, sauf qu'en fait, ils étaient bien étonnés, ces États, parce qu'ils ne s'étaient pas vraiment préparés au fait que l'accord de Paris allait entrer en vigueur dès le 4 novembre. Donc, beaucoup de délégations étaient là sans mandat véritablement de leur pays. Et donc, avec des difficultés, à un moment, à pouvoir se dire comment on fait après. Donc, ce qui s'est véritablement décidé lors de la COP22, c'est une feuille de route qui permet de se dire, au mois de mars, on va pouvoir parler de ce qui a été difficile, c'est-à-dire les politiques d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'enjeu.
il ne s'agit pas seulement de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, mais dans un certain nombre de régions, partout d'ailleurs dans le monde, mais dans certaines régions, ça va être plus difficile que d'autres. Il faut déjà commencer à trouver des modalités pour pouvoir trouver les solutions à l'adaptation au changement climatique. Et c'est l'autre difficulté aussi sur la mobilisation des financements. S'il y a 80% des 100 milliards prévus par an à partir de 2020 qui ont été réunis, il y a eu aussi un moment un petit peu dur. Ça a été les résultats de l'élection américaine, avec un président qui aujourd'hui est dans le déni, et donc il peut y avoir deux solutions. Il sort de l'accord, ça peut continuer effectivement à avancer sans lui, mais il peut aussi rester dedans et pas mobiliser les financements. Et pourtant, c'était ça un petit peu qui faisait aujourd'hui l'enjeu de la mise en œuvre et de la confiance, notamment vis-à-vis des pays en développement. La feuille de route donc, pour 2018, ça a été de continuer à travailler sur les contributions nationales. C'était ce qui avait été décidé lors de l'accord, lors de la COP 21. Et ces contributions nationales, je vais revenir dessus, les contributions nationales, elles nous disent où il faut aller. Donc l'enjeu, c'était de rester sous les 2 degrés. On sait que quand on cumule aujourd'hui les contributions nationales, on est au-dessus de 2 degrés, mais on a un objectif, on sait où on veut aller, et après, il faut voir les modalités. Et ça, c'est très important, cette histoire de backcasting, parce qu'on n'agit pas comme ça, je dirais, consécutivement. On agit en fonction de l'objectif qu'on doit se fixer, et on regarde à un moment comment cette agrégation en fonction de tous les pays peut véritablement nous amener à cet objectif. Donc, il y a toujours l'enjeu d'améliorer ces contributions nationales, ce que j'ai appelé par CDN. Et il y a aussi un autre enjeu très fort, c'est les coalitions et les alliances. Donc, au mois de septembre, il y avait quelque chose ici qui s'appelait le Climate Change. Ça a vraiment mis en avant les histoires d'alliances et de coalitions. Ce n'est plus seulement l'affaire des États. Et vous voyez que, comme je vous racontais tout à l'heure, l'espèce de malaise qu'avait apporté l'élection de Trump, il s'agit bien d'un ensemble d'acteurs qui n'agissent pas en parallèle, mais qui peuvent agir en même temps que les États pour que ces contributions nationales véritablement soient mises en œuvre et puissent atteindre cet objectif de 2 degrés maximum, voire 1,5 degré. Et donc, notamment à la COP22, ce qui a été très fort, concernait l'énergie. Je vous ai parlé de ce forum des pays vulnérables qui sont pour 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030-2050. Donc à l'intérieur, vous avez le Soudan, l'Éthiopie, vous avez un certain nombre d'îles comme les Comores. Donc ce sont des pays qui voient bien l'enjeu aujourd'hui de bouger. Et puis, il y a eu aussi un autre axe très très fort, c'est tout ce qui concernait le vivant, les sols, l'agriculture, des sujets qui ont été longtemps évacués, l'eau aussi. Donc, on est dans ces logiques un peu systémiques. Et ça s'entend aussi au moment de cette COP 22. Et l'autre intérêt de la COP, finalement, je ne sais pas si vous connaissez la distinction entre la zone bleue et la zone verte. Donc, la zone bleue, c'est là où il y a les États. Vous avez besoin d'un badge. Il faut passer un certain nombre de sas de sécurité. Et là, il y a la négociation. Et la zone verte, c'est ce qu'on appelle les side events, donc side à côté, et où il y a un certain nombre de démonstrations. De l'avis de tous, la zone verte était beaucoup plus intéressante que la zone bleue, parce que c'est là qu'il y avait les solutions. Et c'est là où, en fait, il y a eu des nouveaux jeux d'acteurs. Le climat a fait un petit peu, le climat, la transition, a rebattu un petit peu les cartes. Et on voit bien maintenant que c'est plus cette dimension très descendante, top-down, mais on est vraiment dans des logiques, ça part du terrain, il y a des choses qui se font là, on essaie de trouver des solutions, cette intelligence collective dont on parlait tout à l'heure, mais qui allie des savoir-faire, de l'innovation, des financements aussi. Et là, on voit un peu comment on contribue tout d'un coup à cet objectif mondial d'arriver à faire en sorte qu'on reste sous des seuils de réchauffement climatique qui permettent à tous de vivre sur cette planète. Nous, et là je vous ai présenté tout à l'heure nos copains et pourquoi on a été là-bas, depuis le départ, c'est de se dire la sensibilisation ne conduit pas directement à l'action. Il y a plus de sensibilisation maintenant sur le climat, on sait ce qu'il en est. Il y a plus de solutions qui sont mises en avant, mais on voit quand même, et c'est tout l'enjeu d'un débat tel que celui-ci, avec le dispositif très ciblé sur certaines communautés,
qu'il faut arriver à un moment à embarquer plus de personnes. Tous ces sujets doivent être des sujets qui touchent l'opinion publique, qui touchent les médias. Il faut que les médias s'en saisissent aussi. Il faut que quand il y ait des débats politiques, comme on vient de les voir, on puisse parler de ces questions-là, parce qu'il s'agit de notre avenir. Ça ne devrait plus être des questions connexes. Ça devrait être des questions qui sont dans nos quotidiens, puisqu'en fait, elles sont structurantes de l'avenir des sociétés. Et là, je ne parle pas seulement d'un point de vue global, mondial, mais je parle à toutes les échelles. Le postulat, en fait, au sein de l'association, c'est de se dire, souvent, on traite de ces solutions, soit d'un point de vue sectoriel, soit d'un point de vue macro, mais on ne va pas jusqu'à la personne. Comment est-ce que les personnes se sont concernées quand on va parler de la solution pour les sols, de régénérer la capacité des sols à absorber le climat. Je ne pense pas que ça intéresse tout le monde et je ne pense pas que tout le monde se dise ça, c'est la solution très, très innovante. Et donc, ce qui était, notre souci, c'était, voilà, il y a plein de scénarios aujourd'hui qui sont mis sur la table. Donc, il y a cet effort de prospective. Comment cette prospective, elle est mise aussi dans les mains des personnes et comment est-ce que ces solutions qui sont déclinées de façon très, très, très pragmatique, très scientifique, peuvent apparaître comme étant des solutions du quotidien. Et là, c'est pas simple, parce que non seulement on fait du global local, ensuite on est sur du 2050-2030 et il faut faire solution d'aujourd'hui, mais c'est tout le travail qu'on a engagé depuis 3-4 ans pour pouvoir réussir à mettre en place une méthodologie. Et puis maintenant, c'est plus nous qui apportons cette méthodologie. Ce sont des gens qui racontent les récits. Et c'était ça un petit peu le succès. Donc, ce qu'on s'est attardé à faire et tout ce qu'on a porté lors de cette COP, mais qu'on fait aussi en dehors des COP, on le fait dans le 19e à Paris. Là, on vient nous demander d'aller à Grigny, dans le quartier de la Grande Borne, un quartier qui est quand même difficile, c'est de faire en sorte que les gens se projettent, puissent avoir un récit, rentrent de façon immersive, et on l'a dit tout à l'heure, il y a une part de sensible, et de pouvoir rentrer non pas dans la transition énergétique, mais à partir de leurs besoins, se projeter, et tout d'un coup, on voit qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées à ces besoins, selon les différents processus de transition écologique, énergétique qui sont aujourd'hui en train de se mettre en place. Alors, peut-être que vous avez peut-être vu les livrets que j'ai déposés sur la table. Et là, je vais peut-être vous demander un tout petit effort. Je vais être philippine. On va être en 2050 et je vais vous lire juste là les petites lignes. C'était vers 2010. Il y a 40 ans, un jour, un coup de fil. J'apprends qu'un de mes neveux a un cancer. Il a 6 ans. Là, Abel et moi, on s'est dit, mais c'est quoi ce monde ? Fertilité, obésité, cancer, allergie, les maladies non contagieuses explosent. D'où elles viennent ? Pourquoi on n'interdit pas les produits nocifs ? Des enfants se mettent à avoir des cancers. Des enfants ? Nous, on en a eu 2 des enfants, et on y tient comme des dingues. On se demandait. Et leurs enfants à eux. Ensuite, ils vont risquer quoi comme maladie ? Le climat lui-même se déréglait. Vers 2015, on a beaucoup entendu parler de la COP, la 21, puis après la 22. Où est-ce qu'on allait ? Et nous deux, qu'est-ce qu'on faisait ? On a jugé que voter tous les 5 ans aux élections, ça ne suffirait jamais, qu'on pouvait et qu'on devait faire plus pour l'avenir, ne serait-ce que par nos choix de vie et de consommation. Voilà, là c'était le point de départ de Philippines. On n'a pas parlé de transition énergétique, là. On a un peu parlé climat. Mais ça, c'est un récit qui a été co-construit avec des personnes en débat, dans des ateliers qu'on a fait avec Our Life 21. Donc, Our Life 21, c'est le programme dont je vais vous parler un peu tout à l'heure. Mais on s'est dit que tout le monde arrivait, en fait, sur ces questions par un point d'entrée différent. Et c'est ça le jeu de famille qu'on a, nous. C'est d'arriver à trouver les différents points d'entrée qui peuvent faire qu'à un moment, tiens, on se pose la question, et si on en parlait ? Et si on se mettait autour d'une table pour pouvoir en discuter ? Ce que vous faites aussi ici. Mais le souci qu'on avait était de pouvoir toucher des publics qui ne sont pas souvent autour des débats, soit parce qu'ils n'ont pas le temps le soir, soit parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de la discussion, de la participation.
Et donc, ces portraits-là nous permettent de pouvoir, à un moment, se mettre autour d'une table, de faire discuter et de faire réagir les gens par rapport à ce qui, pour eux, est solution et comment dire, projection. Alors bon, là, c'est un petit peu triché. Je suis juste arrivée sur le côté, tiens, suspense. Après, Philippine, elle vous raconte les solutions et sa transition. Ça dure plus longtemps, mais je ne vais pas prendre ce temps-là. Et notamment, aujourd'hui, on a, avec une radio qui s'appelle RFI, Radio France Internationale, enregistré ces récits. Et puis, donc, ça nous permet d'avoir quelqu'un, un réalisateur, qui met des musiques, qui fait quelque chose un petit peu agréable. Et tout de suite, ça touche les gens. Et c'est là la part de récit. On disait tout à l'heure qu'il était important de se projeter, qu'il était important d'aller vers l'imaginaire. Et donc, ça, c'est notre porte d'entrée. Il y en a d'autres, c'est celle qu'on a choisie, la dimension un peu plus littéraire sur des récits courts, pour pouvoir à un moment frapper à la porte de personnes différentes. Et ensuite, on décline avec eux ce que ça signifie, ces transitions. Hop là. Et donc, la famille de Philippine. Philippine vit dans une ville de 100 000 habitants. Vous voyez, elle était à 24 tonnes équivalent CO2 en 2010. Et en 2030, elle arrive à 17 et elle continue de progresser en 2050, avec au départ des très grosses progressions sur tout ce qui est mobilité professionnelle. Alors Philippine, elle est institutrice, son mari est artisan. Institutrice, au départ, elle était dans une maison à la campagne. Elle trouvait que sa maison était très agréable, très sympa, sauf qu'en fait, elle passait son temps à faire la navette pour ses enfants qui devaient aller au lycée, qui n'avaient pas encore le permis, qui avaient un certain nombre d'activités extrascolaires. Son mari, pareil, artisan, était en train toujours de bouger. Et la contrainte, en fait, pour eux, ça a été de se dire, est-ce que finalement, on en profite vraiment de notre mode de vie ? La question, si on change un moment de moyens de déplacement, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ce qu'ils ont fait à partir de 2020, en passant sur de la mobilité douce. Donc, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on pourrait imaginer que la trame verte que Jean-François nous a montrée existait aussi chez elle. Et puis, ils se sont dit, ah bah tiens, des véhicules de location sont aussi très utiles, parce que comme ça, lui, quand il est artisan, il peut avoir les véhicules à la bonne taille. Et quand elle est toute seule, éventuellement pour aller faire ses courses, elle peut opter ou pour le vélo, et si c'est très gros, elle peut opter pour un véhicule aussi de plus petite taille. Donc là, en fait, on vous raconte l'économie de fonctionnalité, mais on ne lui donne pas ce nom-là. De la même façon qu'on ne parle jamais de transition. On raconte simplement poste par poste ce qui se passe. Et donc, tous ces scénarios-là, les scénarios français, sont basés sur des chiffres, des statistiques, des projections qu'a réalisé l'ADEME en 2014. Mais plutôt que de prendre des statistiques qui étaient la méthanisation, le bâtiment, le transport, il y a eu tout un travail de reconsidérer ces statistiques pour en faire des statistiques d'usage et pour pouvoir toucher à tout les usages. Et c'est ça qui fait mode de vie. On n'est pas sur du simple comportement par-ci, par-là. On essaie de trouver une cohérence au mode de vie total en prenant l'ensemble des usages et en les racontant, mais en ayant derrière cette base scientifique assez costaud, puisque c'est de la modélisation qui, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas du prédictif, c'est une projection possible. Et c'est une projection qui est possible parce que derrière ces scénarios, on voit les infrastructures qui peuvent être réalisées. On voit effectivement entre les différentes tendances, on parlait des signaux faibles, des signaux forts, ce qui pourrait se mettre en place. Mais surtout, on essaie de raconter justement toute cette appétence, l'envie. Est-ce qu'il y a envie ou pas envie ? Elle n'avait pas particulièrement envie de changer, mais tout d'un coup, elle s'est dit, attends, c'est quoi ce monde qui marche sur la tête ? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à participer à ça ? Elle est mère de famille. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre ? On a eu d'autres personnages comme ça. Donc, je vous présentais Katia tout à l'heure. Elle est infirmière dans le 19e. Son problème, c'était de courir tout le temps après le temps. Il y a le Grand Paris qui est en train de se faire. Bah tiens, tout d'un coup, ça va changer quelque chose. Elle est en HLM. Il y a une obligation de rénovation. Et donc, ça va aussi changer quelque chose. Mais elle va faire quoi finalement ? Elle n'est pas que passive. Non, tout d'un coup, derrière, il y a une logique de
économie collaborative. On dirait non, en fait, c'était plus des trocs avec ses voisins. Et puis, puisque la société de HLM est en train de rénover, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à ce qu'il y ait des jardins? Tiens, ça fait quoi un jardin partagé? Ah oui, en fait, un jardin partagé, c'est aussi toute la dimension sensible, toute la dimension familiale. C'était ce qu'on racontait aussi encore tout à l'heure. On met des arbres, on met du beau. Et elle est belle, cette transition. Et c'est ça qu'elle peut raconter, Katia. Et donc, nous, avec ça, on a poursuivi donc, au Maroc. Et là, par exemple, Mohamed, son problème, c'est l'eau. C'est la vraie difficulté. Et la COP22, c'est une COP africaine. Et leur problème à eux, derrière cette dimension de transition, c'est comment on fait pour pouvoir, justement, en termes d'adaptation, commencer à anticiper le manque d'eau. C'est déjà le cas. Il y a les enjeux de désertification. On voit bien dans certaines zones arides des personnes, des familles, des communautés obligées de se déplacer. C'est déjà pas des régions très très stables par endroits, et ben, ça devient encore plus critique. Et donc là, quand on a mis en débat le personnage de Mohamed, on avait des gens qui n'étaient pas du Rif, qui étaient plutôt de la région de Ouarzazate, qui étaient en train de dire « Ah mais oui, en fait, la question de l'eau et du changement climatique là, elle est souvent liée à la question de l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme changement pour pouvoir arriver à tout d'un coup rester chez soi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre usage qu'on peut faire de nos sols ? Et donc là, il y a eu tout un débat super intéressant sur l'agriculture, sur l'immigration ou autre. Et ça offre, je dirais, un espace assez pertinent de discussion avec des personnes qui ont différents points de vue. Certains qui peuvent complètement se mettre dans la peau des personnages, ou l'idée d'en avoir plusieurs, et d'autres qui vont plutôt se mettre en porte-à-faux. Mais la question qui se pose derrière, c'est celle de la co-responsabilité. Et là, je reviens sur nos jeux d'alliance, nos jeux de partenariat. Si on veut tous aller dans le même sens, on ne peut pas y aller avec les mêmes moyens. Donc, comment est-ce que chacun joue et fait sa part? Et là, pareil, vous voyez que Mohamed, il consommait, il émettait quand même pas beaucoup au départ. C'est pour une famille de 5 personnes. Donc, en fait, en vert, c'est ce à quoi il doit arriver en 2050. Il est déjà bien en deçà. Dans des pays comme ça, ou auprès de ces personnes-là, vous pouvez pas arriver avec un message qui va parler de la contrainte, de la sobriété. Il est déjà plus que sobre. Par contre, il faut réussir à trouver un message qui parle de bien-être. Il faut arriver effectivement à projeter et à parler aussi de valeurs. Et c'est là où, en fait, on interroge encore une fois les modes de vie. Ce n'est pas simplement technique, ce n'est pas simplement de l'innovation. Ce n'est pas simplement par endroit, on va attendre que les politiques publiques avancent. C'est un enchevêtrement de solutions socio-techniques et avec derrière un certain nombre de choses qui seront possibles peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Donc au Maroc, par exemple, il y a aujourd'hui un plan Maroc vert qui est vraiment sur l'installation de petits modules photovoltaïques en zone rurale. Là, l'idée de ce qu'on a mis dans le récit, mais qui existe et qu'on a vu notamment dans les ateliers de la zone verte de la COP22, c'est des éoliennes qui permettent en fait de réhabiliter des petites pompes hydriques. Sauf que ces petites pompes hydriques, il y a un village en ce moment qui, en 2 ans, a réussi à stopper son exode rural parce que justement, ils se sont tournés vers la permaculture ou autre. Donc, succès, mais ils sont conscients que leur succès, il ne faut surtout pas tout d'un coup qu'ils commencent à surenchérir, à vouloir produire plus, et puis attention, on va prendre l'eau de l'autre. Ils se sont mis dans une logique véritablement collaborative, véritablement de commun, avec l'eau qui est donc leur patrimoine, leur capital commun et nécessaire. Et ils se sont mis des règles du jeu de façon à ce que même si aujourd'hui ils vivent mieux dans ce village, c'est Bouéra, je crois, si je le prononce bien. Je sais que ça, mais je ne sais pas si je le prononce bien. Ils se sont mis des règles pour pouvoir dire il faut que ça dure. Et puis surtout, on a réussi à partir ensemble avec une coopérative pour complètement changer. Nos jeunes restent dans le village. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'après, on reparte avec des vieilles règles de l'ancien modèle peut-être, qui fassent que tout d'un coup, on rende complètement précaire ce modèle de développement. Hop.
Donc, le travail de Our Life 21, vous l'avez vu, le récit est final. J'ai commencé par raconter l'histoire parce que c'est comme ça qu'on fait dans les ateliers. On raconte l'histoire et puis après, ça nous permet en fait, sur la base des scénarios, des chiffres ou autres, d'interroger les capacités de changement. Est-ce que vous voulez faire ceci? Est-ce que vous senteriez de faire cela? Est-ce que il vous faudrait certaines politiques publiques pour pouvoir mieux avancer sur tel sur tel changement? Mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart des personnes qui font des ateliers, et après je mets quand même une réserve, on n'est pas arrivé à un échantillon suffisamment important pour dire que c'est comme ça que ça se passe, ça reste encore expérimental, mais il y a une ambition plus forte, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, d'une part, et d'autre part, il y a eu du plaisir. Il y a eu du plaisir pendant ce jeu-là. À jouer les personnages, à essayer de se projeter, à essayer aussi de comprendre les transformations. Et je reviens sur la dimension de processus de transition, et c'est ça aussi qui est souvent absent aujourd'hui. On pense qu'il faut arriver au bon résultat demain. Or, en fait, ce résultat, il va être possible. Pour certains, certains vont pouvoir modifier leur habitation en 10 ans, d'autres, ça va leur prendre 30 ans. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer des cheminements différents en fonction de là où on est. Et donc, pour conclure, nous, on avait travaillé en fait sur 8 pays pour la COP21. Et donc, on a complété avec 3 pays du Maghreb, donc Algérie, Tunisie et Maroc, pour la COP22 sur la base des scénarios de l'ADEME, enfin de l'Organisation méditerranéenne pour l'énergie. Donc ça nous fait un certain nombre de familles, et ce qu'on ne voit pas forcément très bien, mais vous voyez dans le petit graphe qui fait 2010, 2030, 2050, et c'est là où l'humanité va dans le même sens, ces familles qu'on a modélisées, donc celle qui est tout en haut, c'est un farmer américain, toutes n'arrivent pas forcément au même résultat, mais elles convergent toutes au même endroit. Et sur cette question d'inégalité et d'équité, c'est quand même très, très important et très intéressant. Et ensuite, vous voyez qu'il y en a qui restent de toute façon en deçà du seuil, puisque le pays dans lequel ils sont a tout de suite peut être en capacité de partir sur un modèle sobre en carbone beaucoup plus rapidement que des pays plus anciens des riches qui doivent tout réhabiliter ou tout transformer. Et les conclusions auxquelles on arrive, c'est que la diversité des comportements et des modes de vie accroît les potentiels de réduction des émissions. Et on se disait aussi que les politiques publiques doivent finalement viser une égalité d'accès aux résultats. Et là, je reviens sur l'idée de on sait où on doit aller aujourd'hui, plutôt qu'une uniformité de moyens apportés. Et c'est là-dessus un petit peu qu'on travaille à chaque fois, notamment là sur quelques collectivités précises. Maintenant, une autre conclusion que j'aimerais partager, c'est qu'il y a des différences de priorité et de capacité selon les familles, selon leur situation et leurs aspirations. Donc même si les familles que je vous ai présentées sont fictives, et c'est volontaire, de façon à ne pas partir avec... Enfin voilà, c'est la projection sur du long terme. À 35-40 ans, c'est quand même difficile pour tout le monde de se dire donc, où on sera dans 30 ou 40 ans. On ne fait pas nécessairement vieillir les familles, on prend un archétype. Une famille de 3 personnes, elle sera cette même famille de 3 personnes en 2050. C'est le jeu de la modélisation. Par contre, on s'amuse quand même à leur donner des noms, des prénoms, on sait où elles habitent, on sait quel âge elles ont. Il y a tout un travail en fait de sociologie et de profilage derrière, pour dire qu'on n'a pas tous les mêmes comportements. Il n'y a pas de Nantais moyen ici, ou de métropolitain de Nantais ici. Encore. Il y a besoin aujourd'hui d'arriver à trouver les différentes clés, les différents leviers, d'où tout à l'heure ce que je trouvais intéressant, les communautés. Il pourrait y en avoir encore plein d'autres si on veut effectivement être représentatif. L'idée n'est pas forcément d'être représentatif, l'idée c'est de lancer la dynamique. Puisqu'on voit bien dans ces histoires de transition qu'il y a ce souci aujourd'hui de pouvoir changer de façon très profonde un certain nombre d'éléments qui partent d'initiatives des populations, d'initiatives de collectivités, de terrain, d'entreprises aussi, qu'elles doivent toucher à un moment quelque chose qui fait plus aussi partie du système, donc on va dire de la politique publique, mais qu'elles doivent aussi toucher à l'imaginaire et à la culture,
Pourquoi est-ce qu'effectivement certains vont être plus en capacité de prendre leur vélo même en hiver? C'est parce que tout d'un coup, en fait, la pluie, ça leur fait pas froid, ça leur fait pas peur. Ils ont l'habitude ou de toute façon, c'est rien, c'est habituel. Effectivement, les pays scandinaves sont ceux qui prennent le plus le vélo. C'est pas là où il fait le plus beau. Bah, ils le font quand même parce que c'est culturel aussi. Pareil en Chine, par exemple, où alors bon, la Chine, la démocratie en Chine, donc en fait ils ont dit qu'il fallait plus faire de gaspillage, donc il y a une loi maintenant pour éviter le gaspillage, mais culturellement, il fallait en laisser dans l'assiette. Si vous en laissiez dans l'assiette, ça signifiait que vous aviez les moyens, vous aviez apprécié, mais vous en aviez les moyens. Et c'est très compliqué aujourd'hui de dire, ah ben non, maintenant, on n'en laisse plus dans l'assiette. Tu te ne sers pas en plus parce qu'effectivement, par rapport à ce gaspillage alimentaire, 2 milliards de personnes, ça commence effectivement à peser dans la balance. Donc, il y a toute une logique aussi de culture. Et cet alignement, il est important. On a vu aussi qu'il y avait des usages distincts avec des sensibilités différentes. Tout simplement, on l'a un peu évoqué dans des discussions tout à l'heure. Vous prenez des jeunes geeks hyper habitués à leur smartphone. Si bientôt il y a un compteur intelligent et puis un certain nombre d'outils domotiques qui leur permettent d'être plus efficaces et d'avoir une meilleure maîtrise de l'énergie, ils vont peut-être y arriver plus facilement que les mêmes personnes, mais plus âgées ou pas habituées ou culturellement pas du tout envie d'aller sur les nouvelles technologies. Par contre, ces personnes-là, elles pourront peut-être agir plus facilement sur un régime alimentaire. Et c'était aussi ce qui était important dans les profilages. Vous voyez par exemple qu'en ville, la question de la mobilité, c'est peut-être plus facile de parler de moins de voitures ou d'autres voitures ou de près de voitures. En zone rurale, pas nécessairement. Par contre, là, sur les énergies renouvelables, une certaine autonomie d'énergie, ça va être un petit peu plus simple que dans des grandes villes, dans un premier temps. Après, on verra aussi les niveaux de transformation. Donc, on a bien vu aussi qu'il y avait des grands écarts selon les territoires, avec des dynamiques qui ne sont pas toutes prises au même moment et puis pas forcément non plus tous les mêmes moyens. Notamment l'étude qu'on avait faite sur l'ensemble des pays, c'est qu'il pouvait y avoir un risque transitoire d'aggravation des inégalités vers 2030. Tout à l'heure, on a parlé de précarité énergétique de façon très concrète. Il peut y avoir encore une hausse des énergies, puisqu'en fait, là, il y a quand même une chose qui ressort de ces COP, c'est que les subventions aux énergies fossiles devraient petit à petit s'arrêter. Ça a été un message assez fort, donc c'est en voie. Et bien, si derrière, il n'y a pas tout de suite les énergies renouvelables, pour certains, ça va être un petit peu compliqué, que ce soit au niveau des pays ou que ce soit à des échelles plus locales. Donc, on voit bien le besoin d'accélération au niveau de ces transitions. Et donc, c'était ce que je disais sur l'impossibilité de réaliser tous les investissements à une échéance aussi rapprochée. Cette histoire de financement ou autre au COP, mais qui se décline en fait à différents niveaux, puisqu'il y a des banques derrière et qui étaient là. Il y a des entreprises aussi qui souhaitent investir. Plus le signal il sera clair, plus ce sera simple, mais si on commence à brouiller le signal, et vous voyez un petit peu la difficulté d'une COP en demi-teinte comme celle qui vient de se passer, ça peut rendre un peu les choses compliquées, notamment en termes d'investissement. Hausse probable des prix de l'énergie, donc j'en ai parlé, et les précarités, pareil. Donc, pour définitivement conclure sur mon intervention, il y a une grande histoire qui est en train de se raconter. Elle s'est racontée dans des COP, elle se raconte ici dans la projection de la métropole, notamment sur cette transition. Et maintenant, en fait, la question, c'est de raconter les petites histoires de chacun, les petites histoires d'un quartier, les histoires d'une commune qui peuvent en fait s'insérer dans cette grande histoire. Et c'est nous la méthodologie qu'on a appris avec Our Life 21. Donc c'est en anglais parce que justement il y a plusieurs pays, mais voilà, c'est une histoire de vie pour pouvoir se dire oui, il y a plusieurs futurs possibles, mais celui qu'on a envie de raconter est celui avec notre statut d'association et donc qui descendons de temps en temps dans la rue, peut-être pas nécessairement tout le temps, mais on a fait la marche pour le climat ou autre, mais la question maintenant, c'est de se dire, voilà, nous on veut raconter aussi, on veut raconter la belle histoire, on veut que cette belle histoire puisse être racontée aussi à des enfants, on veut pouvoir le faire en des termes clairs. Il y a beaucoup de personnes qui agissent dans ce sens-là, et tous en ce moment, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la question du récit,
La question d'élargir à plus de public, elle est nécessaire si cette belle histoire peut se raconter, allez, dans 10, 15, 20 ans. Merci. Je suis Samuel Jean, je suis nantais depuis quelques années et je suis graphiste indépendant et je donne aussi quelques cours à La Roche-sur-Yon, donc je prends un peu ma voiture aussi pour me déplacer. Voilà, par rapport au débat du grand débat de la transition énergétique, ce qui me plaisait bien, c'était un peu, ce que je vois un peu depuis quelques temps, c'est l'enthousiasme qu'il peut y avoir dans les multitudes de projets. Le côté intéressant en fait. C'est ce que j'aime aussi dans mon métier par rapport au graphisme, d'essayer d'expérimenter, de faire des projets avec d'autres personnes. C'est quelque chose que je vois ici et qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'espère que ça va faire beaucoup de création. Bonjour, je suis Adèle Serra, donc je suis aide médico-psychologique à maison de retraite, mais je suis déjà impliquée depuis plusieurs années dans différentes opérations qui ont relation avec la transition, économie d'énergie, et là je suis donc dans la commission pour garantir la démocratie et le respect de toutes les contributions qui vont être introduites au débat avec mes camarades. Donc on va commencer par la première question. Comment voyez-vous les questions de sensibilisation au regard des défis qui se posent? En particulier, vous en avez un peu parlé, mais en particulier, vous parlez souvent des jeunes, parfois des enfants, surtout en ce qui concerne les publics parfois éloignés des questions sociétales. À Nantes comme ailleurs, nous avons les difficultés à intéresser ces publics éloignés souvent de tout événement public. Et à travers les enfants, avez-vous réussi à intéresser les adultes et donc les parents? Et si oui, comment s'est faite la connexion? Merci. Donc oui, la question d'embarquer le plus de monde possible, et avec la démonstration que je viens de faire de façon, on va dire, ciblée, presque individualisée, elle est loin d'être évidente. Sur les publics, c'est la méthode qu'on a utilisée, c'est-à-dire, et comme je disais, il y en a d'autres, mais de commencer tout de suite par leur raconter une histoire qui est facile à comprendre, facile à entendre, sans qu'on soit tout de suite dans le jargon, et qui permettent surtout d'ouvrir l'imaginaire. On l'a vu tout à l'heure. Parce que ce qu'il y a derrière, pour moi, c'est plus que de la sensibilisation, c'est mettre en route les gens. Et donc, pour les mettre en route, il faut qu'ils sachent sur quelle ficelle ils peuvent tirer. Donc, la question est plutôt de pouvoir rendre compréhensibles ces histoires de grands changements. Et comme je le disais, après, ils tirent ce qu'ils peuvent. Alors, je vais vous raconter ce qu'on a fait il y a 2 ans avec une association qui s'appelle le GRDR. Donc, c'est travail sur les migrations et le développement. Et on a fait un atelier avec des migrants d'origine malienne qui vivent en foyer. Donc ça reste des personnes qui sont quand même très peu présentes aussi dans des débats publics ou sur ces sujets-là. On n'y pense pas nécessairement. Ça a été superbe. Déjà, c'est eux qui ont construit une famille, puisqu'en fait, ils sont arrivés en nous disant oui, les transitions, oui, le climat, c'est important, mais ce qu'on a fait avec eux, c'était de travailler justement sur des changements, sur les cycles. Il y a des choses qui peuvent se faire en 5 ans. Votre foyer, là, il ne va pas être fait tout de suite. Par contre, est-ce que vous pouvez là-dedans faire quelque chose tout de suite? Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin? Et puis, au final, ils ont raconté 2 histoires. Une histoire d'une famille qui s'intégrait, qui restait en France et qui, donc, pour le coup, avait à un moment besoin de comprendre dans son quartier, dans sa ville, comment les choses se faisaient et qu'est-ce qui faisait bien-être. Et donc, ça a été toute une discussion sur le progrès. Qu'est-ce qui fait progrès? Qu'est-ce qui fait bien-être? Qu'est-ce qui fait que, partant de là où ils sont, avec leur savoir-faire, ils peuvent aussi contribuer? Et la deuxième famille qu'ils avaient réalisée était une famille qui donc retourne au Mali avec toutes les questions de désertification dont je parlais tout à l'heure.
de pression hydrique, et donc de dire en quoi il y avait cette solidarité nécessaire sur le climat, parce que tout ce qui se passe dans un pays a un impact néanmoins sur un autre, et là-bas, c'était la désertification galopante. Donc, pour pouvoir aller sur ces cibles-là, il y a un travail, effectivement, on n'y va pas directement, on travaille avec des personnes qui savent être avec voilà, différents publics. Et puis, il y a un travail, comme on le disait tout à l'heure, de co-construction. Ils posent aussi les questions. Ils font la famille, et non on donne les outils. Après, ça a été des formidables ambassadeurs, et maintenant ils continuent. Un des Tunisiens qu'on avait rencontré il y a 2 ans dans un des ateliers qu'on avait mené là-bas, et on l'a retrouvé là à la COP22. Après, il a fait une formation de plaidoyer, et maintenant il était dans la délégation tunisienne en tant que société civile. Et c'était quelque chose de très important d'un point de vue démocratique. Après, la deuxième question que vous avez posée sur les enfants. Alors moi, je voudrais éviter que les enfants portent le fardeau du changement de leurs parents. Donc, on ne les prend pas comme étant ambassadeurs ou vecteurs de changement quand même. Et puis, alors, on sait qu'il va y avoir une possibilité de saut générationnel une fois que ces enfants... tous les enfants aujourd'hui sont un peu sur le tri, sur les mobilités ou autres. Donc on peut avec eux d'ici 20 ou 30 ans être dans des débats beaucoup plus faciles que les débats aujourd'hui avec justement cet ancien monde et ce vieux monde. Donc il y a un travail là qui se fait avec plutôt des animateurs et leur on fait faire des défilés de mode, mais pour essayer de comprendre justement le rapport à la consommation. Le recyclage, c'est quelque chose de tendance, avec c'est pas quelque chose d'obsolète, un petit peu ringard. Donc voilà, on travaille sur des valeurs, enfin eux-mêmes les expriment, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, comme je le disais, on les utilise pas, enfin on évite que ce soit eux qui portent le fardeau des parents quand même. Oui, il ne s'agissait pas de ça, c'était simplement par rapport au fait que ce sont des familles, comme on disait, qui sortent difficilement, qui viennent difficilement à ça, et que parfois, par l'enfant, il peut y avoir des rencontres avec les enseignants ou d'autres choses qui peuvent parfois être voilà, une transition pour arriver à la transition. Donc, autrement... cette transition est nécessaire, effectivement, et comment peut-on éviter des exodes économiques sans déstabilisation géopolitique et avec le souci d'un développement sans mise en péril des ressources et dans l'intérêt de l'environnement et du bien-être des populations? Comment la COP22 a abordé cette question? Comme je le disais, la COP22, c'était la COP africaine. Donc, ça a été très important pour les pays de ce continent, notamment par rapport au fait que leur développement pouvait tout de suite être sur la base de renouvelables, avec des économies circulaires. Il y avait aussi un certain nombre d'acteurs des déchets qui étaient là. Il y a beaucoup de décharges illégales, de travail dans ces décharges aussi avec des enfants, enfin... Donc des conditions très très dures. Et vous voyez, il y avait des acteurs qui étaient en train de raconter une transition énergétique qui partait d'une meilleure gestion de ces décharges, qui pouvait aussi permettre de formaliser l'emploi, éviter qu'il y ait des enfants. Donc on va recadrer un petit peu les choses. Il y avait donc une logique de responsabilité sociale et environnementale. Et il y avait... Voilà des solutions très concrètes, économiques et sociales et techniques qui se faisaient et qui se présentaient sur des lieux très, très spécifiques. Et de façon plus globale, c'est sûr que la meilleure façon aujourd'hui d'éviter ces exodes massifs, on sait qu'il y en aura de toute façon liés au climat, c'est d'arriver à rester en deçà des 2 degrés, voire 1,5 degré. Parce qu'au-delà, il y aura effectivement des zones qui ne deviendront plus vivables ou qui ne seront plus en capacité de nourrir leur population. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est pour ça que cet objectif-là a été fixé. Et le deuxième, c'est par rapport à des solutions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment d'agriculture.
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coopératives qui sont en train de se créer parce qu'il y a une impulsion qui a été donnée, des associations des pouvoirs publics qui se mettent en place. Au Sénégal, par exemple, à Pikine, qui est on va dire une banlieue de Dakar, avant, ce qu'on faisait, c'est quand il y avait des bidonvilles, on rasait et puis on reconstruisait, mais c'était trop cher pour les populations pour qu'elles se relogent. Et donc maintenant, il y a des associations comme ENDA qui disent on va réhabiliter avec les habitants. Et puis on engage comme ça des travaux qui vont toucher le bâtiment, l'assainissement, l'électrification, mais on le fait avec eux. Et en fait, ces personnes qui auraient pu être des déguerpis, c'est comme ça qu'on dit au Sénégal, ça devient des acteurs de leur quartier. Et ce quartier qui avant était un quartier illégal devient tout d'un coup un quartier qui est promesse d'avenir. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments. Après, sur les sujets dont vous parlez, tout n'est pas lié au climat et c'est bien la difficulté. Et vous avez un certain nombre d'acteurs qui vont parler de la transition dans laquelle cet accord de Paris nous met comme étant aussi une capacité de paix, de réunir un petit peu des éléments. Vous sortez du carbone, il y a un certain nombre d'enjeux qui seront plus les mêmes. Notamment dans les pays qui sont en feu en ce moment, il y avait aussi ces questions de carbone derrière. Bon, ma dernière question sera dans le cadre du développement des pays du Sud et de l'Afrique en particulier. Il y a eu par exemple un investissement important de panneaux photovoltaïques qui devait permettre de faciliter la vie des habitants, notamment en installant des pompes électriques dans les puits éclairés des villages et des habitations la nuit. Selon vous, est-ce que cela a engendré des changements profonds de comportement, volonté par exemple de s'approprier les installations et engendrer des conflits qui n'existaient pas auparavant? Alors c'est là où on revient sur, il y a la solution technique, et puis il y a l'ingénierie ou on va dire la gouvernance qui va être mise autour de cette installation technique. Alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a quand même un peu de recul sur des solutions de développement. Et on voit bien que quand on dit on va apporter une solution et donc il y a quelqu'un extérieur à la zone considérée qui arrive, qui balance sa solution et qui repart, ça ne marche pas. Et donc il y a, comme je le disais, ce qu'on a vu notamment à la COP22, un certain nombre de coopératives, des personnes qui sont aussi arrivées avec des règles d'usage, de gouvernance pour les futurs usagers, mais qui devenaient aussi responsables de la solution, qui se sont mis en place. Donc l'histoire au Sénégal que je vous raconte, elle est en soi elle-même un début de solution. Un début de réponse, pardon. Et puis, il y avait justement sur ces histoires de photovoltaïque une volonté, parce que là, il y a une très grande impulsion sur le photovoltaïque. Il y a une coalition, notamment sur l'électrification de l'Afrique, de l'Inde ou autres. La France est aussi très moteur là-dessus. Un certain nombre d'ONG qui disent « Attendez, nous, on veut quand même qu'il y ait des garanties pour que ce ne soit pas une histoire de chéquier et repartir aussitôt derrière. » Donc vous voyez, en fait, ce qu'on appelait la co-construction, elle va jusque autour de l'installation de panneaux photovoltaïques. Peut-être pas sur peut-être que les décisions ne se font pas forcément tout le temps au départ avec les habitants, mais il y a un moment où va être le panneau, comment il va être entretenu et tout ça, on est obligé de le voir avec eux. Alors par contre, s'il y avait une petite anecdote, il y a quelqu'un qui est venu en disant les femmes, en fait, elles font sécher le linge sur les panneaux parce que c'est là où ça sèche plus vite. Donc voilà, c'est la seule discorde dont j'ai entendu parler. Mais après, et c'est là toute la difficulté, si vraiment on est sur des histoires de gros sous, puisqu'on parle quand même de 100 milliards d'ici 2020, il faut justement que dans les coalitions qui se mettent en place, il y ait tous les acteurs qui soient là pour que ce ne soit pas forcément les plus riches, les plus ceci ou cela qui arrivent sur des logiques uniquement d'investissement et qu'on assure cette co-construction. D'où le besoin dans les coalitions d'avoir aussi un certain nombre d'acteurs locaux ou en tout cas qui savent travailler sur ces logiques d'ingénierie, d'intelligence collective. De rien. Alors j'ai une question plus locale après, pour
pour revenir de l'Afrique. Vous avez mis dans votre étude, vous avez fixé le niveau moyen d'émissions de CO2 à atteindre pour 2050 à 1,6 tonnes par personne. Et donc pour avoir une ordre de grandeur, une tonne de CO2, ça équivaut à un aller-retour à Paris-New York par passager, ou bien autrement à une année de déplacement en voiture, ce qui équivaut à peu près à 6 à 8 000 km. C'est la DGSE qui met ça sur son site, donc voilà, j'ai pris voilà mes sources, ça devrait être vrai. Quand on voit ici à Nantes, sur l'aire urbaine nantaise, chaque matin il y a des embouteillages, que le nombre de voitures a augmenté depuis 2002, quand on sait aussi que l'aviation commerciale veut être développée, est-ce qu'on peut être optimiste quant au fait d'arriver à cet objectif ? Est-ce qu'il faut faire des concessions et quel changement de comportement il faut faire ? Et est-ce que c'est le travail des autorités publiques ou autrement ou le travail des familles quelle est la part du travail à faire ? Est-ce qu'il faut être optimiste ? Oui. Et j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Après, une fois que j'ai dit ça, alors pour revenir sur l'étude, le 1,6 tonnes, c'est équivalent CO2. Donc en fait, c'est tout gaz à effet de serre. Et c'est un objectif à atteindre en 2050. Donc par rapport en fait aux comparaisons que vous faisiez, il faut effectivement tenir compte qu'il peut y avoir, et il y aura de toute façon, en tout cas sur les transports automobiles, une plus grande efficacité énergétique, et donc on ne sera plus forcément dans ces mêmes rapports. L'aller-retour Paris-New York, bon, l'aviation, c'est pas le secteur le plus simple. C'est un secteur qui est quand même présent aussi sur ces questions-là. Je ne sais pas quelle sera l'efficacité de l'aviation en 2050. Quoi qu'il arrive, on peut aussi se dire que ça peut diminuer. Mais vous voyez bien qu'en fait, la question, et on le voyait dans nos familles, le débat, ça a été, est-ce qu'ils ont encore le droit de voyager ? Oui, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas voyager autrement ? Si. Dans le profil de Philippines, cette famille, elle fait pas énormément, elle pourrait faire mieux. Et elle a deux difficultés, donc c'est l'alimentation, parce qu'elle conserve un régime carné, mais tout le temps. On ne lui demande pas forcément d'être complètement végétarienne, mais ça peut être un petit peu différent. Et la deuxième chose, ce sont ses voyages. Et il y avait le débat justement dans des groupes qui ont travaillé sur cette famille. Et si elle voyageait, et si elle faisait un grand voyage en famille une fois tous les 4 ans, une fois tous les 10 ans, est-ce que ce ne serait pas mieux ? Est-ce que ce ne serait pas vraiment le sens du voyage ? Est-ce que le voyage, c'est de la consommation de tourisme toutes les semaines pour partir sur une île dans un club ? Ou est-ce que c'est aller à la rencontre de l'autre ? Et dans ces conditions, on a le droit de prendre le temps. Et finalement, votre voyage plus long, peut-être plus loin, mais sur des plus grandes périodes, donc 4 ans à 10 ans selon les distances, ça reste une question enfin voilà, vous pouvez encore prendre l'avion, mais différemment. Alors après, il y avait aussi plein de gens qui imaginaient qu'on pouvait être endormi, allongé, et puis comme ça, on remplit bien les avions. C'est pas vraiment la solution aujourd'hui qui est prescrite, et c'est pas ce qu'on a nous dans les scénarios. Mais voilà, on prédit pas l'avenir, comme on disait, on essaie juste avec les éléments qui existent de poursuivre ça. Et donc, quand vous parliez de est-ce que c'est les familles, est-ce que c'est les pouvoirs publics, les deux, voire plus. Et donc, je rajoute aussi les entreprises, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de se raconter là, que ce soit dans les COP, que ce soit dans le débat que vous êtes en train de mener ici, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, l'ensemble des acteurs, on parle bien de mode de vie, mais mon mode de vie, en fait, il peut bouger s'il y a l'environnement qui va avec. Je peux peut-être manger bio, mais si je trouve du bio, et puis si je vois à chaque fois que je paie 3 fois le prix, non, ça ne se fera pas. Donc, vous voyez un petit peu l'enjeu qui est des transformations aussi bien du point de vue industriel que du point de vue peut-être politique publique. Quand on a une des familles là qui est à Paris, circuit court à Map en région francilienne, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Ça peut s'améliorer. Mais il y aura forcément à un moment des choses à pouvoir bouger. Donc on est bien dans cette articulation nécessaire entre des changements de comportement, mais si on veut qu'ils soient vraiment profonds, il faut qu'il y ait l'environnement qui va avec. Ça va dépendre d'un certain nombre d'infrastructures, ça va dépendre d'un certain nombre d'aides. On voit bien par exemple que ce sont les personnes en maison individuelle qui vont peut-être aller le moins facilement vers la rénovation, sauf s'il y a
des aides qui sont apportées, sauf s'il y a un certain nombre de solutions qui leur sont apportées. Et pareil, le locataire, qu'est-ce qu'il peut faire? Le locataire, il pourra bouger s'il y a quelque chose au niveau du propriétaire qui est fait. Donc voilà, ce n'est pas que de son ressort, mais il peut l'impulser. Et d'où l'importance aussi de monter en capacité sur du débat public, sur l'interpellation, et d'oser, puisque comme ça, en fait, c'est plus juste une question entre un locataire et un propriétaire. Ça peut en engager un certain nombre d'acteurs et faire effet boule de neige. La deuxième question porte plus sur le pouvoir d'achat. J'avais été étonné de voir la part de l'alimentation dans les... Enfin, c'est la partie la plus émettrice de CO2 dans vos profils. Je crois que c'est 2,3 tonnes par an pour une famille de 2 personnes. C'est l'exemple que vous avez mis. Donc, est-ce que c'est principalement l'impact du transport qui est responsable dans l'alimentation? Autrement... avons-nous résolu du coup le problème en mangeant local, ou autrement y a-t-il d'autres choix alimentaires à faire? Et en France et dans d'autres pays industrialisés, on associe communément le pouvoir d'achat à nos modes de vie, ou plutôt l'usage de nos pouvoirs d'achat. Est-ce que c'est en faisant un bon usage de ce pouvoir, si c'en est un, est-ce qu'on a du coup toutes les chances de faire baisser la courbe du CO2? Et puis une question subsidiaire, si à l'approche des fêtes, est-ce que vous avez des suggestions pour faire des cadeaux sobres énergétiquement et à faible empreinte carbone? On est preneur. La liste au Papa Noël. Alors, il faut bien lire tonnes équivalent CO2. C'est pas que du CO2, en fait, c'est tout gaz à effet de serre. Donc, ça inclut aussi méthane, nitrate ou autre. Et donc, pour l'agriculture, c'est très important. Et donc, la question de l'alimentation, elle est autant sur le comportement d'une famille, ce qu'elle peut manger ou ce qu'elle va acheter. Nous, par exemple, dans les ateliers, on travaille sur écrivez votre menu. Et puis après, on leur demande un menu en 2030-2050. Donc, il y a la part de viande, effectivement. Il y a la proximité, le transport de l'aliment. Mais il y a aussi toute l'agriculture qui va avec. Et donc, plus ce sera de l'agriculture intensive avec beaucoup d'intrants, des procédés chimiques, et puis beaucoup d'eau, puisqu'il faut beaucoup arroser parce que ce sont des grandes plaines, donc toutes bien exposées au soleil. Eh bien, vous avez là, en fait, le besoin de réinterroger l'agriculture, d'où l'intérêt de l'agroforesterie, de l'agroécologie, d'où l'intérêt de la permaculture. Et ces questions, elles sont posées aujourd'hui. Et on a vu qu'il y avait une efficacité réelle et qu'il y avait une capacité à pouvoir nourrir la planète. Après, vous enlevez aussi le gaspillage. Vous voyez, il y a plusieurs champs sur lesquels avancer. Et l'alimentation, ce qui est quand même assez particulier, ça parle aux gens. Puis aux Français encore plus. Et donc, l'idée, c'est pas de dire arrêtez de faire ceci ou arrêtez de faire cela, c'est réinventer peut-être le menu de 2030 qui soit plus sobre en carbone et vous leur donner des clés et des repères. Et c'est pas inintéressant parce qu'en fait, manger de façon plus saine est quand même une très très belle porte d'entrée. Alors après, sur le pouvoir d'achat, déjà, on n'a pas tous le même. Donc, c'est une question à géométrie variable en fonction des personnes. C'est pour ça qu'elle peut être un petit peu sensible justement par rapport à des personnes qui déjà ont l'impression de ne pas avoir grand-chose, surtout en ce moment où vous avez de plus en plus de personnes qui ont peur de la précarité, qui ont peur du chômage. Maintenant, tout le travail qu'il faut faire, et c'est là la question du récit, c'est est-ce qu'on a envie de plus ou est-ce qu'on a envie de mieux? Et le mieux-être, c'est pas forcément toujours plus par rapport à ce qu'on peut acheter ou par rapport à ce qu'on peut consommer. Quand on raconte l'histoire de Katia, on le voit bien, elle court après le temps. C'est parce que tout d'un coup, elle a pu parler à sa voisine et puis qu'elles avaient un intérêt commun avec le jardin partagé et puis sa voisine l'a dépannée. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pas parce que vous êtes voisins que vous parlez, mais tout d'un coup, quand vous avez l'impression d'avoir envie d'aller dans le même sens, c'est plus simple. Donc il y a cet aspect-là. Et sur le côté, est-ce que néanmoins, avec le pouvoir d'achat que j'ai aujourd'hui, je peux infléchir? J'aurais envie de dire oui.
Il y a quand même un certain nombre de campagnes. C'était quand vendredi dernier, c'est ça, c'est le Black Friday. C'est un truc qui nous vient des États-Unis. Donc après Halloween, on a maintenant le Black Friday. C'est grande solde permanente. Je ne sais pas si vous avez vu les petites vidéos où vous aviez toutes ces histoires de solde. Et puis l'image d'après, c'était des chaînes d'usines avec des enfants. Et puis de nouveau... voilà, vous pouvez acheter plein de téléphones portables et puis après, derrière, vous aviez des tonnes de déchets, pareil, exportés dans des pays qui n'ont rien demandé à personne. Donc là, il y a une histoire de conscientisation. Donc là, on est un peu coupable. Mais si vous avez ce pouvoir d'achat et que si ça vous intéresse, ben oui, faites-le. C'est-à-dire qu'on peut quand même consommer mieux. Aujourd'hui, il y a une offre suffisante pour ça. Alors pour Noël... Moi, j'ai envie de dire déjà, il y a toujours cette question de solidarité. Déjà, on n'est pas obligé que faire sa liste pour soi. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement les bourses aux jouets, de pouvoir se dire que le jouet d'un enfant, ça grandit vite un enfant. Au bout de 2 ans, il n'est plus intéressé par le même jouet. Des fois, il n'a même pas ouvert la boîte. Pas hésiter quand même à redonner. Et puis, vous avez toute une panoplie aujourd'hui moi, j'aimais, par exemple, là, ce que j'aimais bien, c'était des petits jardins suspendus. Vous avez ce genre de petits kits qui rappellent, pour moi qui suis urbaine, c'est pas inintéressant de temps en temps de pouvoir permettre à des enfants de remettre la main dans les terres. Non, j'ai pas particulièrement de liste toute faite. Il y a un certain nombre de sites aujourd'hui qui existent très bien là-dessus. Do Green, je sais plus, Féminin Bio, vous avez plein de choses là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, qu'est-ce qui fait mieux? Est-ce que c'est pas du temps qu'on passe ensemble? Est-ce que c'est pas la culture, la connaissance, c'est tout l'immatériel, c'est toute cette satisfaction qui fait que il faut réussir à prendre conscience de l'impact sur les ressources, des ressources limitées. Nos ressources sont limitées, mais le relationnel, il est illimité. Et on parlait de Rifkin tout à l'heure, il a parlé d'empathie, enfin, c'est beaucoup autour de ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer. Et je ne sais pas si on peut mettre l'empathie sur sa liste de Noël, mais en tout cas, on peut essayer d'y travailler.